Sarah, merci d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast. Et pour commencer, la première question est très simple, ce serait de te décrire en une phrase ou quelques mots qui définissent la personne que tu es. Alors, pour me décrire en une phrase ou en quelques mots, je dirais que je suis quelqu'un d'assez spontané et quelqu'un d'authentique, parfois peut-être un peu trop spontané. Je réfléchis pas beaucoup avant d'agir, mais je vis avec le cœur et je pense que c'est le plus important. Il y a beaucoup d'impulsivité parfois sur laquelle il faudrait que je travaille, mais je dirais spontané, ouais. Ok. Et du coup, le nom du podcast, c'est Aerakura, la force du mental. Donc, pour t'expliquer, Aerakura, c'est la déesse de l'épanouissement. Et il y a une Ouais. phrase qu'elle dit qui est « Tu viens juste de commencer, alors sois patient envers toi-même et le cheminement que tu as entrepris et n'abandonne pas. » J'aimerais savoir si cette phrase te parle et si oui, qu'est-ce qu'elle t'évoque? Ça me parle beaucoup dans le sens où moi, à l'époque et parfois encore maintenant, je suis quelqu'un de très impatient. J'ai beaucoup de mal à gérer ça et ça m'a porté préjudice durant mon parcours de vie. Et avec les expériences et mon vécu, j'ai appris à travailler là-dessus. Et je me suis rendu compte que voilà, en fait, au plus t'es impatient, au moins t'aboutis à certaines choses. J'avais tendance à chaque fois que je commençais quelque chose, si ça n'allait pas dans le sens que je voulais ou que j'arrivais pas directement à mes fins, j'avais tendance à abandonner. Et donc, ça portait pas ses fruits. Et voilà, je me suis rendu compte avec le temps que la persévérance, c'est ça qui permettait aussi d'atteindre ses objectifs et que atteindre ses objectifs, c'est pas que une source de bonheur, ça peut aussi parfois être une source de complications, mais ça fait partie du cheminement et du parcours de vie. Donc, c'est ça qui fait la beauté aussi de la chose. Tu dirais que tu préfères plus le cheminement ou l'atteinte de l'objectif en lui-même? Je pense qu'à partir du moment où on a un objectif, on a envie de l'atteindre, ça c'est sûr, mais que le cheminement est très important aussi. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. Et du coup, imaginons tu as un objectif que tu atteins. Est-ce que tu es dans un mood où tu prends le temps de profiter de l'objectif qui a été atteint ou directement tu skips et tu veux un nouveau truc à atteindre? Je pense que dans un premier temps, je prends mon temps et je profite de l'objectif qui a été atteint. Il ne faut pas toujours courir après quelque chose. Après, c'est important d'être challengé au quotidien et d'avoir des objectifs de vie, ça c'est sûr. On ne peut pas avoir qu'un seul objectif, il faut en avoir tout au long de sa vie et continuer à être stimulé. Mais je pense que c'est important aussi de profiter, de se poser une fois qu'on a atteint cet objectif, suite à tout le cheminement qu'on a eu avant ça. Ok. Et pour en savoir un peu plus sur toi, moi j'aimerais savoir comment tu as vécu ton enfance, ton adolescence, des périodes qui peuvent être compliquées pour certaines personnes parce que le corps change, les autres parfois peuvent avoir des actes ou des dires qui peuvent plus vite t'impacter vu que t'as pas encore pris cette maturité et ce recul. Comment tu as vécu ces périodes-là? Quels étaient aussi tes rêves à ce moment-là, ta vision de la vie à ce moment-là? Ton avis aussi sur le système scolaire? Si tu as bien vécu ça ou pas du tout. Un Ouais. peu savoir tout ça. Écoute, j'ai eu une enfance assez cool. Mon père criait beaucoup quand j'étais petite et je sais que je l'ai très mal vécu. J'ai eu un grand manque de confiance en moi par rapport à ça, mais au final, avec le temps, ça a fait ma force. Après, c'est vrai que à l'école, quand t'es petit et que tu captes pas trop ce qui se passe, c'est parfois difficile de faire face à certaines situations. Mais comme je disais, ça fait partie du cheminement. En fait, le plus important pour moi là-dedans, c'est vraiment d'apprendre à tirer une expérience, une leçon des expériences que tu vis. Après, quand t'es petit, c'est pas toujours facile. Et voilà, mon enfance, tout s'est bien passé. Mon rêve quand j'étais petite, c'était d'être actrice. J'ai fait beaucoup de théâtre jusqu'à encore mes 20 ans. Je rêvais vraiment d'être une grande actrice et de voilà, pouvoir passer à la télé. Puis bon, ça s'est un peu estompé avec le temps. Je pense aussi avec la société de nos jours qui nous formate un petit peu. Ah bon, faut faire des grandes études, il faut étudier. La vie d'artiste, c'est pas facile. Et donc, inconsciemment, je pense que je me suis un peu tournée vers autre chose, mais c'est pas un regret à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà. Et du coup, justement, c'est quoi ton avis sur cette société qui te met vite un cadre dans tu dois faire des études, des grandes études, pour avoir un métier, tu dois te marier, tu dois avoir des gosses, tu dois avoir une maison, tu dois avoir une retraite, un peu tout ça. Et si tu sors de ce moule-là, t'es plus vite rejeté, on va te juger, on va dire putain, elle part en vacances 3 mois, 1 an, elle fout rien de sa vie et tout ça, etc. C'est quoi ton avis là-dessus? Je t'avoue que pendant tout un temps, moi, c'est ça qui m'a un peu guidée, c'est la société. Tu vois, j'en oubliais carrément qui j'étais, mes valeurs profondes, ce qui m'animait vraiment. Et donc, j'étais plus du tout moi-même. Et donc, pendant tout un temps, je me disais, OK, j'essaie de plaire à la société, mais finalement, je me plais pas à moi-même. Et donc, sur le long terme, ça a créé des souffrances et des douleurs intérieures
qui ont fait que voilà, à un moment, j'ai décidé de prendre mes couilles en main, de partir et de faire en fait ce qui moi m'animait. Et en fait, quand on apprend à s'écouter vraiment et à faire ce qui nous anime vraiment au fond, on en oublie complètement les jugements et ce que peuvent penser les autres. En fait, c'est vraiment un tout. Après, je dis pas que c'est facile à faire. Mais à partir du moment où on se rend compte et qu'on prend conscience que ce qu'on fait dans le quotidien, on le fait pas pour soi, mais qu'on le fait pour les autres, en fait, c'est ça qui, la première étape, c'est la prise de conscience. La deuxième étape, c'est de pouvoir mettre en action des choses qui nous font vibrer. Et déjà, pour trouver qu'est-ce qui nous fait vibrer, bah, apprendre à se connaître. Et c'est vrai que c'est difficile de sortir de ce moule. Moi, j'ai jamais adhéré à tout ce qu'on nous apprend à l'école, au fait qu'on soit formaté comme ça, il faut faire des études, il faut se marier. J'ai jamais adhéré à tout ça. Je pense que chacun a son cheminement. Et je dis pas que c'est facile de sortir de là, mais de tout, la première étape pour moi, c'est vraiment d'apprendre à se connaître et d'apprendre à s'écouter, en fait, et de sortir des sentiers battus. Et tu dirais que comment on fait pour apprendre à se connaître? Bah, pour apprendre à se connaître, je pense qu'il faut passer beaucoup de temps seul. Alors, je dis pas que c'est la seule possibilité. En tout cas, moi, dans mon chemin de vie, c'est ce qui m'a aidé. C'est vraiment de me retrouver seule avec moi-même parce que mes potes faisaient pas la même chose que moi, ma famille faisait pas la même chose que moi. Chacun avait un cheminement un peu différent, un parcours différent. Et donc, parfois, je me sentais pas à ma place, je me sentais pas acceptée ou je pouvais me sentir rejetée. Mais parce que finalement, moi, dans le fond, j'étais pas pleinement alignée. Et donc, je pense que le plus important ici, c'est de prendre du temps pour soi et d'essayer de savoir au fond qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous anime, de savoir ce qu'on aime, de savoir ce qu'on n'aime plus et petit à petit se créer un chemin par rapport à ça. Donc tu dirais que c'est un besoin d'être dans la solitude pour arriver à se connaître et qu'on n'arriverait pas à se connaître entouré des autres. Après, moi, c'est mon expérience personnelle, tu vois. Je pense que chacun est différent. Il y en a peut-être qui vont réussir à trouver ce qu'ils aiment et ce qui les anime en justement expérimentant avec d'autres personnes. En tout cas, moi, personnellement, je sais que ce qui m'a aidé, c'est de me retrouver seule et de me retrouver dans des situations dans lesquelles j'étais pas à l'aise, de sortir un peu des sentiers battus, comme je disais, mais tout en travaillant sur moi-même sans l'aide de personne, en fait. Mm. Et justement, j'observe un peu la même chose qu'il y a plein de gens qui sont pas réellement épanouis dans leur vie, qui font des choses qu'elles veulent pas spécialement faire, mais parce qu'il faut faire et que la société dit qu'il faut faire ou l'entourage dit qu'il faut faire ça. Comment tu penses que c'est quoi la raison pour laquelle je pense moi que c'est une majorité des gens qui sont là-dedans? Tu penses que c'est quoi la raison de ces gens? Pourquoi ils restent là-dedans? Ben, je pense que déjà c'est la société qui fait que, comme on le disait jusqu'à maintenant, c'est voilà le fait que les parents soient derrière, nos amis fassent des études, à l'école on nous dit qu'il faut faire des études, c'est vraiment un conditionnement en fait qui se crée et qui fait qu'on rentre dans ce moule, on a du mal à en sortir. Et je pense aussi qu'en fait, le fait d'être conditionné comme ça et d'être formaté depuis qu'on est tout petit, ça va créer vraiment un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi. Et donc, du coup, on sait qu'on n'est pas bien dans cette situation, mais on va réitérer, on va à chaque fois remettre en place des schémas répétitifs qui font que, ben voilà, on n'arrive pas à sortir de cette spirale infernale. Et ouais, je pense que ça vient vraiment de là, un manque d'estime de soi, un manque d'écoute de soi, un manque d'attention de soi-même. En fait, le plus important, c'est vraiment, comme je disais, d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à s'aimer. Et voilà, c'est un cheminement sur le long terme. Je dis pas que ça se fait du jour au lendemain, mais je pense que c'est vraiment ça. C'est vraiment notre société actuelle qui fait que on n'ose pas sortir de ce moule parce qu'on a peur de se sentir rejeté, en fait. Et est-ce que toi, ton entourage, il est aussi dans ce mood-là où toi, t'es allé dans ce mindset-là et qui n'a pas du tout matché avec ton entourage? Et si c'est le cas, bah, c'est peut-être plus dur aussi d'arriver à rester dans ton mindset avec tous les autres qui sont pas du tout dedans, tu vois. Ben, moi, par exemple, sans parler de mes amis, mais en tout cas pour ce qui est de mes parents, j'ai toujours eu des parents qui m'ont poussé à faire ce que j'aimais, toujours apprendre à m'écouter. Ma mère n'a pas forcément fait de grandes études, elle a toujours poursuivi ses rêves. Là maintenant, elle a créé son rêve, elle a atteint ses objectifs. Sans forcément rester dans le moule que ses parents lui avaient inculqué. Et donc, ça a été vraiment un exemple pour moi. Donc, peut-être que pour moi, ça a été plus facile que pour d'autres personnes. Chacun a son train de vie, son cheminement de vie. Mais moi, en tout cas, c'est ça qui m'a aidé, c'est d'avoir justement une famille qui me poussait à faire ce que j'aime, apprendre à m'écouter et apprendre à me connecter à mes valeurs profondes, en fait, et à mon moi profond. Et est-ce que euh, quand tu as eu des objectifs ou quand tu as des objectifs, tu as dû te couper de certaines personnes qui, de base, étaient proches de toi, mais qui, tu vois, sont peut-être négatives dans la poursuite de tes rêves, tes objectifs. Ils font tout pour que tu ne les réalises pas. Est-ce que tu t'es cuté de personnes qui, à la base, étaient proches?
Ouais. J'ai fait un énorme tri. Vraiment, quand je suis partie en voyage, c'est là que voilà, j'ai vraiment appris à me connaître et je me suis rendu compte que pendant toutes les années qui précédaient mon voyage, j'étais pas du tout moi-même, j'étais pas du tout alignée avec ce que je faisais, avec les gens avec les gens que je fréquentais. Et j'ai vraiment une grosse révélation qui m'a fait prendre conscience qu'en fait, si je veux avancer dans la vie, malheureusement, il faut lâcher une partie de moi, parce que malgré tout, le fait d'avoir eu des amis comme ça qui étaient si proches, ça en devenait une certaine forme de partie de moi en fait. Et le fait de pouvoir lâcher cette partie de moi et donc de dire adieu à certaines personnes, c'est ça qui m'a permis de me métamorphoser, d'aller vers un mieux-être et de pouvoir atteindre effectivement certains objectifs. Mhm. Du coup, tu dirais que les voyages t'ont... Et déjà, pourquoi arriver à commencer à voyager? T'as toujours voyagé, t'as toujours eu ce goût pour le voyage? Avec mes parents, on voyageait beaucoup. Après, j'étais jamais partie solo. On faisait beaucoup des voyages en famille ou alors des voyages entre potes. Mais pour moi, c'est pas du tout le même type de voyage quand tu pars solo, quand tu pars avec des gens. Et je suis partie voyager. Mais du coup, suite à un événement tragique que j'ai vécu, j'ai perdu mon petit copain dans un accident de voiture. Et ben voilà, c'était ma vie, c'était mon tout. Je vivais à travers lui. Il y avait une certaine forme de peut-être de dépendance, même si ça restait de l'amour parce que j'avais pas assez d'estime de moi. Bref, il y a plein de choses qui ont fait que peu importe, dans tous les cas, quand tu vis un événement comme ça, je pense que tu as besoin de te ressourcer, de te retrouver avec toi-même, et c'est ça qui m'a poussée à partir. Et je sais plus où on voulait en venir, du coup, je me suis emballée dans mon truc, mais Ben, comment les voyages, allez, c'est pas tout le monde qui voyage solo, donc ouais, ouais, comment voilà. c'est arrivé dans ta vie? Ouais, ben du coup, je disais qu'effectivement, c'est suite à cet événement tragique que je me suis rendu compte que, ben, en fait, ma vie était complètement chamboulée, que j'avais besoin de me retrouver avec moi-même, en fait. Et comme je disais, moi, ce qui m'aide dans les périodes difficiles, c'est de me retrouver toute seule et de faire face à mes pardons, de faire face à mes douleurs et à mes souffrances. Et donc là, j'ai senti vraiment le besoin de sortir de mon quotidien et de pouvoir explorer d'autres choses et pour pouvoir me retrouver moi-même, en fait. Tu penses qu'une personne qui est pas capable de rester seule et d'apprécier le moment seule avec elle-même, c'est une personne qui est au fond d'elle malheureuse? Je pense pas, parce que moi je suis enfin, je pense qu'on se construit à travers le regard de l'autre, donc c'est super important de vivre en communauté, d'aimer les autres, de pouvoir vivre avec les autres. Je pense que c'est ça qui nous construit aussi, c'est ça qui fait la personne qu'on est. Moi je suis la première à toujours vouloir voir des gens, à toujours vouloir sortir, à toujours vouloir échanger. Je pense que c'est vraiment ça qui nous fait grandir. Après, je pense que c'est important, en tout cas, à un moment dans notre vie, surtout quand on vit des expériences difficiles, quand on a des douleurs et des souffrances à venir guérir. C'est important de prendre du temps pour soi tout seul, effectivement. Alors que je dis pas que ça doit être tout le temps, je dis pas que ça doit être sur des longues durées. Chacun a sa façon de travailler sur soi, mais je pense que c'est important de temps en temps de prendre des moments pour soi où on est tout seul, parce que ça nous permet vraiment, ben, comme je disais, d'apprendre à se connaître en fait et de faire face à nos parts d'ombre que parfois quand on est avec des autres, on a tendance à venir masquer. Et donc, quand on se retrouve seul en tête à tête avec soi-même, on fait vraiment face à ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc je pense que c'est important. C'est ça que je me dis, je pense que beaucoup de gens ont peur de la solitude parce que au final, en fait, t'es tout Ils seul font, avec toi-même et donc ils tu font peux face à pas. eux-mêmes, ouais. Ils font face à leur souffrance, ils font face à certaines émotions qu'ils n'ont pas envie de voir et donc ils préfèrent masquer. Sauf qu'à un moment, et à un moment, ça finit par exploser. Donc il faut se laisser traverser vraiment par nos émotions, par nos sentiments et par parfois ce qui fait mal en fait à l'intérieur. Mhm. Et pour revenir au moment difficile que tu as traversé, quand l'accident survient, c'est quoi les premières pensées qui te viennent en tête? C'est vrai que à ce moment-là, j'étais complètement démunie. C'est difficile de parler de pensée parce que à ce moment-là, tu es un peu dans un déni. Tu veux pas accepter la réalité, tu veux pas accepter ce qui se passe. Et en fait, pour moi, ça me paraissait impossible que je vive sans lui. Et donc, du coup, mon cerveau a vraiment mis du temps à assimiler ce qui s'était passé. Mais dans les jours qui suivent, t'es complètement dans le déni, en fait. En tout cas, dans mon cas. Mais justement, comment tu fais les jours, les mois qui suivent? Bah, peut-être que au début, tu es dans le déni et puis tu en prends de plus en plus conscience. Comment tu arrives à gérer tout ça mentalement? Ben, en fait, c'est vrai qu'il est décédé un peu avant le Covid, donc juste après, le Covid est apparu et je me suis retrouvée cloîtrée à la maison, je pouvais voir personne. Et donc, le déni a pris le dessus, vraiment beaucoup. Je voulais tellement pas accepter ce qui se passe que je suis un peu tombée dans la drogue, dans l'alcool. C'était un peu
mon seul échappatoire, ma seule source d'échappatoire. Et c'est ça qui me permettait de garder un peu la tête hors de l'eau. Mais ça te permet de garder la tête hors de l'eau, mais seulement pendant un moment. En fait, il y a un moment où le déni, ben, tu sais plus y faire face, tu es obligé de faire face à la réalité des choses. Et c'est là que ça devient plus compliqué. Ouais. Mhm. Tu te prends une grosse claque dans la gueule après, quand tu te rends compte de ce qui s'est passé, tu te prends une grosse claque dans la gueule. Et justement, on parlait de solitude. Est-ce que toi, tu as préféré gérer tout ça seul, te retrouver avec toi-même, ou au contraire, tu préférais être entouré de personnes? Je me doute quand tu vis quelque chose comme ça, bah, tu as sûrement l'entourage, tes amis proches qui sont fort présents, même si tu me dis qu'il y a le Covid, donc c'est pas non plus la meilleure période pour ça. Mais toi, tu Ouais. préférais gérer ça tout seul ou être entouré de personnes? Non, pendant 2, 3 mois, j'ai eu besoin d'être tout le temps avec des gens. C'était impossible pour moi que je me retrouve seule, parce que je pense que justement, j'étais encore dans cette phase de déni. Et donc, j'ai eu besoin d'être tout le temps entourée. Impossible de dormir toute seule, impossible de passer mes journées toute seule. Je voulais pas accepter ce qui s'était passé, donc j'essayais de trouver à chaque fois une source d'échappatoire au quotidien, que ce soit avec l'alcool, que ce soit avec les amis, que ce soit avec les sorties. Et donc, je pense que j'ai eu besoin de passer par là pour sortir en fait de cette épreuve difficile et de pouvoir accepter ce qui s'est passé. Mais après quelques mois, je me suis vite rendu compte que j'étais plus du tout alignée avec mon quotidien, j'étais plus du tout alignée avec ce que je faisais, avec les sorties, avec mes amis, et qu'en fait la seule et unique chose qui pouvait me faire sortir de là, c'était de me retrouver seule avec moi-même et de faire face à ma souffrance et de faire face à ce qui s'était passé. Mhm. Et du coup, tu dirais que c'est quoi durant cette période qui t'a le plus aidé? Ça, un petit peu, tu l'as dit, c'est te retrouver seul. Mais est-ce qu'il y a d'autres Mm-hmm. choses en particulier qui t'ont aidé? Ouais, en fait, pendant mon voyage, je me suis beaucoup tournée vers le yoga et la méditation. Et on peut dire que ouais, ça m'a vraiment sauvé la vie. Ça n'a pas été facile au début parce que voilà, j'étais un peu novice, je captais pas trop ce qui se passait. Et puis en fait, le yoga, la méditation, c'est vraiment des pratiques qui t'obligent à être pleinement dans l'instant présent et d'accueillir vraiment tout ce qui se passe en toi avec amour et bienveillance. Et donc ça a été pour moi un moyen de me laisser traverser par cette souffrance et finalement d'en guérir. Tu dirais que ta vision sur certaines choses de la vie a changé depuis que tu as vécu tout ça? Ah ben ça m'a bouleversée du tout au tout et je pense que ouais, en fait ça a été vraiment un cheminement qui m'a fait prendre conscience qu'il faut croquer la vie à pleines dents et qu'en fait tout simplement il faut arrêter de se prendre la tête pour des bêtises quoi. C'est vrai qu'à l'époque je me prenais la tête pour tout et n'importe quoi, j'étais un peu une drama queen, jamais rien qui allait et on se prend la tête pour des conneries et au final quand tu vis quelque chose comme ça, je pense que c'est ça qui fait ta force et c'est ça qui me donne envie de me battre au quotidien, c'est ça qui me donne envie de croquer la vie à pleines dents, d'apprendre à m'écouter, d'apprendre à m'aimer, d'apprendre à donner de l'amour aux autres. Ça a changé non seulement mon quotidien et mon extérieur, mais ça a changé aussi tout mon intérieur et mon moi profond en fait. Je suis plus du tout la même personne que j'étais à l'époque. Alors oui, je reste dans le fond il y a évidemment des parties de moi qui resteront toujours pareilles, mais je pense que là maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau qui a grandi suite à cette expérience. Et maintenant, je suis quelqu'un de beaucoup plus fort, j'ai beaucoup plus confiance en moi, j'arrive beaucoup plus à lâcher prise face à certaines situations, chose que je ne faisais pas à l'époque. Tu penses qu'il faut passer par des étapes compliquées dans sa vie pour réellement avoir une prise de conscience sur tout ce que tu viens d'évoquer? Non, pas du tout. Pas du tout. J'y ai cru pendant un moment parce que c'est ce que je me disais. Je me suis réveillée de tellement de choses avec lesquelles je n'étais pas alignée suite au décès de Martin, parce qu'il s'appelait Martin. Je me suis dit, mais putain, c'est quand même dommage de devoir avoir vécu ça pour me réveiller, en fait. Et j'ai pris conscience avec le temps que il faut pas. Je pense que dans tous les cas, j'aurais eu ce cheminement. Ça aurait juste pris un peu plus de temps. Et je pense que chacun a son parcours de vie, le tout est de savoir, comme je disais, s'écouter. Et à partir du moment où on s'écoute et qu'on écoute cette petite voix intérieure, euh, le cheminement et qu'on prend conscience de certaines choses, le cheminement se fait à un moment ou à un autre. Après, il faut le vouloir. Et je pense que, comme je disais, dans le fond, j'étais prédestinée à être la personne que je suis aujourd'hui, mais ça aurait pris beaucoup plus de temps. Et je pense que chacun peut arriver à réaliser ses rêves et ses objectifs sans forcément passer par ce genre d'épreuves difficiles, en fait. Mais c'est vrai que je trouve qu'on a souvent tendance à croire que ça arrivera toujours aux autres et donc la vie, bah, elle est là, le temps, on l'aura toujours, alors que tu n'es jamais à l'abri d'un accident, d'une maladie très grave, etc. Ouais. Et qu'en fait, on est là.
comme si on se contentait de survivre tranquillement en se disant, bah, de toute façon, il y a demain, il y a dans une semaine, il y a dans un mois, il y a dans En un fait, an, c'est alors que ça. tu sais jamais, tu Ouais, vois. Au final, ouais, tu ouais. fais jamais les choses que tu as envie de faire, tu les reportes juste parce que Ouais. tu penses que tu as 35 ans devant toi à chaque fois. Ouais, ouais, en fait, c'est ça le souci, hein, c'est qu'on procrastine tout le temps, alors que finalement, si tu peux faire quelque chose dans l'instant présent, fais-le parce que tu seras peut-être plus là demain, quoi, tu vois. Mm. Mais je pense qu'on peut en prendre conscience, même sans passer par des étapes difficiles, tu vois. Et on passe tous par des étapes difficiles à certains niveaux. Voilà, moi, ça a été une expérience très difficile. Il y en a peut-être d'autres qui vont vivre des expériences un peu moins difficiles, mais on passe tous par des hauts et des bas dans notre vie. Et je pense que les moments plus difficiles, il faut savoir en tirer une leçon de vie et pas voir ça comme un échec ou pas voir ça comme quelque chose de grave. Non, voir ça vraiment comme une expérience pour arriver finalement à atteindre ses objectifs. Tu penses que toutes les choses sont prédestinées à l'avance? Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Après, je pense pas que tout soit prédestiné à l'avance. Je pense que ça dépend aussi des choix que tu fais au quotidien. Mais je pense qu'il n'y a pas de hasard. Les rencontres, ou en tout cas ce qui t'arrive dans la vie, je pense qu'il n'y a pas de hasard. C'est que c'était ta destinée. Après, de là à dire que tout est calculé, ça je pense pas. Mais il n'y a pas de hasard, ça c'est sûr. Tu dirais que c'est ce moment-là de ta vie, cette étape de ta vie, elle t'a plus renforcé que l'inverse? Ouais, complètement. Complètement. Après, c'est parce que moi, j'ai décidé d'en faire une force. Quand je vois dans mon entourage, il y a d'autres personnes qui ont vécu aussi des événements tragiques et qui n'en ont pas fait une force. Après, ça viendra peut-être avec le temps. De nouveau, je disais, chacun son parcours, chacun son cheminement. Moi, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, je peux te dire que ça en est devenu une force, mais parce que j'ai décidé d'en faire une force. Et est-ce que dans tout ce cheminement, tu as des moments où peut-être tu peux être très bien, tu vois ça comme une force, et puis d'un coup, peut-être ça ressurgit un petit peu quelques temps après, quelques années après, et puis tu as l'impression que c'est plus négatif du coup, même si c'est négatif, mais tu vois où je veux en venir, ou Mhm. c'est toujours, ça reste une force, et voilà, où tu as des petits pics parfois de down à ce niveau-là. Bien sûr, j'ai des downs et en fait, enfin, c'est ce que je dis souvent autour de moi parce que les gens disent oui, mais comment tu fais pour vivre au quotidien avec ça? Comment tu as fait pour t'en sortir? Ben, j'aurais toute ma vie une cicatrice sur mon cœur et en fait, le tout, c'est d'apprendre à aimer cette cicatrice. Et parfois, on vient titiller un peu cette cicatrice. Il y a des événements de la vie qui viennent titiller un peu cette cicatrice et qui viennent un peu la rouvrir. Et donc, ça fait très mal. Et je pense que j'aurai ça toute ma vie parce que, comme je disais, cette cicatrice, elle sera là à vie. Mais à côté de ça, c'est quand tu apprends à te connaître et que tu sais qui t'es vraiment dans le fond, ben, tu arrives à mettre un peu de baume sur ton cœur et à mettre un peu de baume au niveau de cette cicatrice pour pouvoir passer cette période de down, en fait. Et est-ce que quand on vit ça, euh, on arrive après à réaimer, enfin re-aimer, je sais pas comment on dit, Ouais, où ouais. on a peur de se dire je préfère me détacher de ça pour ne Mhm. pas revivre ce que j'ai vécu. Ben, pendant tout un temps, je me suis complètement détachée de ça. J'avais peur d'aimer à nouveau, j'avais peur de plein de choses, de me réengager, etc. Après, avec le temps, je me suis rendu compte que maintenant, quand je fais un peu le topo, la relation que j'ai eue avec Martin, c'était tellement beau, c'était tellement magnifique. Enfin, je pense qu'il n'y a rien de plus beau que l'amour et ça te prend vraiment les tripes. Et je pense que le jeu en vaut la chandelle et que si c'était à refaire, je le referais encore et encore et encore, quitte à en souffrir parce que c'est ce que je disais dans un de mes textes. Refuser d'aimer par peur de souffrir, c'est comme refuser de vivre par peur de mourir. Et en fait, pour moi, ça prend tout son sens parce que je suis jeune, j'espère que oui, que j'aurai des enfants un jour, que je pourrai me marier, que je pourrai voilà, réaliser tous les rêves que j'avais avec Martin. J'espère que je pourrai les réaliser avec une autre personne. Et à l'heure d'aujourd'hui, ben, je suis justement avec quelqu'un avec qui ben, je touche du bois, ça se passe bien. Mais je pense que oui, tu peux encore aimer après ça et tu peux encore aimer à donner de l'amour. En fait, je pense qu'on a besoin dans notre quotidien de donner de l'amour, de recevoir de l'amour. C'est vraiment, on a besoin de vivre avec notre cœur, vivre avec notre tripes. Et que je pense que quand tu arrives vraiment à guérir d'une situation comme ça, voilà, tu te relances dans l'aventure, peu importe les souffrances qu'il peut y avoir derrière. C'est comme j'ai l'impression que ça doit pas être évident de dire que tu as aimé une personne, puis voilà, la vie fait que elle est plus là. Te dire réaimer une autre personne, peut-être
tu vas avoir des pensées style je vais trahir la personne qui n'est plus là, alors qu'en fait, non. Enfin, je sais pas si ça des trucs, mais Ouais, moi, c'est mais ce qui me vient en tête, où ouais, je pense que c'est des pensées que ouais, ouais, j'aurais ouais. peut-être, alors qu'au final, En bah fait, non. ouais, mais en fait, ça me parle de ouf. Mais c'est pour ça que je disais, moi, pendant toutes ces années où j'arrivais pas à rencontrer quelqu'un, où j'étais complètement bloquée, j'avais l'impression dans ma tête que allez, j'aurais été capable de réaimer, mais à chaque fois, ça bloquait. Et je me suis rendu compte que ça bloquait. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, quand je rencontrais quelqu'un, j'avais l'impression de trahir Martin. Et ça prouvait juste qu'en fait, je n'étais pas totalement guérie et que j'avais pas totalement fait mon deuil. À l'heure d'aujourd'hui, je peux le dire, même s'il y a des périodes encore plus difficiles, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai fait mon deuil. Tu vois? Et donc là, c'est là qu'est toute la différence. En fait, à partir du moment où tu as fait ton deuil et que tu sais que Martin, voilà, ça a été une étape dans ma vie, ça a été une grande, allez, comment je pourrais dire ça c'est pas que ça a c'est pas que ça a été une étape, ça a été vraiment un tout dans ma vie. Mais voilà, maintenant il faut accepter qu'il est plus là, que c'était mon cheminement et que allez, j'ai pas envie de me retrouver dans mon quotidien. J'ai pas envie de me retrouver plus tard à me dire, je suis passée à côté de certaines occasions parce que j'ai pas appris à guérir de ça, tout en pensant que je vais le trahir. Et je sais qu'à l'inverse, lui de là-haut, parce que voilà, son âme est toujours là quelque part. Lui ne veut que mon bien aussi, tu vois. Que lui, il attend qu'une chose, c'est que je sois heureuse. Et donc, il y a un tout qui fait que, à partir du moment où tu apprends à te guérir, où tu apprends à savoir que la personne qui est au-dessus, elle t'aime et que c'est pas une trahison, en fait, à ce moment-là, tout est possible, quoi, tu vois. Mhm. Et comme je dis, le jeu en vaut la chandelle. Et donc, je pense que quand tu rencontres aussi la personne qui fait qu'avec elle tu te sens bien, tu te sens en confiance, mais ça prend tout son sens aussi et tu te sens plus la personne qui trahit, tu vois. Ouais. Est-ce que t'as peur de l'inconnu, toi qui voyages beaucoup, c'est un peu aller vers l'inconnu. C'est quoi ta relation avec l'inconnu? Moi, j'adore l'inconnu. C'est vraiment l'inconnu, c'est vraiment ce qui me fait vibrer au quotidien. Je déteste la routine. J'adore sortir de ma zone de confort, de ma zone de confort, pardon. Et je pense que c'est super important. Euh, de pouvoir en fait tester ses limites, de pouvoir tester l'inconnu pour apprendre à se connaître en fait et comme je disais pour apprendre à s'aimer et ça c'est la base de tout. À partir du moment où tu t'aimes et que tu as de l'estime de toi, ben en fait tout est possible, tout est réalisable, tu t'en fous du regard des autres et je pense que pour en arriver là, tu dois aller vers l'inconnu en fait. T'as peur de l'échec? Pour moi, il n'y a pas d'échec, il y a que des expériences. Pendant tout un temps, à chaque fois que j'allais pas au bout de mes objectifs ou que je vivais des expériences difficiles, je vivais ça comme un échec et donc du coup, je perdais confiance en moi, j'avais beaucoup moins d'estime de moi. Et en fait, j'ai appris avec le temps qu'il n'y a pas d'échec. En fait, tout ce que j'ai vécu, même si j'ai pu le vivre comme un échec, c'est ça qui fait la personne que je suis aujourd'hui. Sans ça, j'en serais pas là où j'en suis. Et donc, je pense que à partir du moment où tu vis des échecs, tu dois vraiment tout simplement apprendre à en tirer une certaine leçon, en fait, tu vois. Il n'y a pas d'échec, en fait. C'est vraiment que des expériences de vie et tu dois pouvoir tirer une leçon. Si maintenant il y a quelque chose qui se passe pas comme tu veux, tu dois savoir en tirer une certaine leçon et changer ton fonctionnement pour ne plus réitérer, en fait. Et à partir de ce moment-là, c'est là que tu grandis et que tu peux réaliser tes objectifs. Et c'est parce qu'Einstein disait, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et en fait, c'est ça. Pour moi, il n'y a pas d'échec. C'est vraiment à partir du moment où tu vis une expérience difficile, ok, pourquoi ça n'a pas été et qu'est-ce que je peux mettre en place différemment pour pouvoir atteindre l'objectif qui était désiré à la base, tu vois. Et donc, Mhm. c'est comme ça que tu grandis. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière de toujours dire ça marche pas, ça marche pas. De toute façon, tout ce que je fais, ça Ouais. échoue. C'est des C'est schémas répétitifs, en fait. Hein. parce que tu te remets pas en question sur ce qu'il faut Ouais. faire pour changer ça. Ouais, C'est juste ça. de ouf. Et on parlait du regard des autres quand t'es plus jeune. Est-ce que maintenant, t'apportes de l'intérêt à tout ça? Ouais, est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut encore te bloquer de savoir ce que les autres Mhm. vont penser de ce que toi tu veux faire? Ben oui, je pense que ça, c'est un peu le cas pour tout le monde à certains niveaux. De nouveau, on se construit à travers le regard de l'autre. Ça, voilà, c'est comme ça. On a besoin de l'autre pour se construire. Et donc, je pense que ce que les autres peuvent penser de nous, que surtout quand c'est des proches ou la famille, ça peut de toute façon en avoir un impact. Le tout, c'est d'apprendre à gérer cette émotion. Ok, sur le moment, ça m'impacte, mais se connecter, ok, ça m'impacte. Pourquoi ça m'impacte? Est-ce que ça vient éveiller en moi des blessures, des souffrances? Et comment je peux réussir à mettre un petit peu de baume au cœur à ce moment-là pour continuer sur mon chemin de vie si c'est vraiment ce qui me fait vibrer au fond. Mhm. Tu dirais qu'aujourd'hui tu cours après quoi? Je cours après rien.
Courir pour moi c'est un peu fort comme mot. Alors oui, au quotidien, j'essaie de mettre des choses en place pour réaliser mes objectifs. Ça c'est sûr. Après de là à courir, non, je pense qu'il faut réussir justement à se poser. C'est ça que la méditation et le yoga m'apprend aussi au quotidien, apprendre à se poser et à lâcher prise, surtout sur des choses pour lesquelles on n'a aucun contrôle en fait. Juste lâcher prise, ok, je dis pas qu'il faut rien branler, accepter la vie comme elle vient, non, c'est pas ça, mais juste en tout cas accepter le cheminement, accepter que voilà, il y a des choses qui prennent un peu plus de temps que d'autres, mais tout en mettant au quotidien des choses en place pour atteindre certains objectifs. Parce que l'humain, il a besoin d'être challengé, il a besoin d'avoir des objectifs de vie, mais chaque chose en son temps, ça sert à rien de courir. Il y a rien qui presse, même si on sait pas de quoi il fait demain. Voilà, ça sert à rien d'être tout le temps dans la course et de plus avoir le temps de respirer, de se poser. Souvent, on peut dire qu'on court après le bonheur. J'aimerais savoir, toi, comment tu définirais le bonheur. Selon toi, c'est quoi? Pour moi, le bonheur, c'est vraiment quelque chose qui se travaille au quotidien. C'est vraiment, comme on en a parlé jusqu'à maintenant, se réveiller le matin et faire quelque chose qui te fait vibrer, quelque chose qui fait sens. Alors, je dis pas qu'il faut vivre de sa passion, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément de passion, mais en tout cas, se réveiller tous les matins en sachant que ce que je vais faire aujourd'hui, c'est en accord avec mes valeurs et avec ce que je ressens à l'intérieur de moi. C'est d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à aimer les autres, d'apprendre à se respecter, apprendre à respecter les autres, apprendre à respecter les animaux, apprendre à respecter la planète. Enfin voilà, c'est un tout qui fait qu'on est en symbiose avec ce qu'on vit dans l'instant présent. Tu penses que certaines personnes ont réellement pas de passion? Moi, j'ai cet avis de me dire que je pense que tout le monde en a. C'est juste que certaines personnes ne prennent pas le temps de savoir quelles sont leurs réelles passions. C'est vrai que tu touches un point. Mais moi, dans mon cas, par exemple, je sais que depuis que je suis petite, je me suis dit, j'ai pas vraiment de passion. Oui, il y a des choses que j'adore faire, mais de là à dire que c'est une passion, en fait, tout est relatif. Comment toi, tu définis une passion, comment moi, je définis une passion. Pour moi, une passion, c'est vraiment quelque chose qui te prend les tripes, tu sais, depuis que t'es tout petit, que t'as envie de faire ça. Voilà, c'est ton rêve. Pour moi, ça, c'est une passion. C'est vraiment quelque chose que tu pourrais faire tous les jours sans t'arrêter. Moi, dans mon cas, je sais que même le yoga, la méditation, j'adore. J'essaie de le mettre un petit peu chaque jour dans mon quotidien. Mais je veux dire, c'est pas, selon moi, c'est pas une passion, c'est quelque chose qui me fait du bien et qui me fait vibrer. Après, voilà, tout dépend de comment toi tu définis la passion aussi. Je pense que oui, chacun a des choses qui les font vibrer au quotidien et qui les animent. Après de là à dire que c'est une passion, je sais pas, tout dépend de comment les gens le définissent en fait. Mhm. Est-ce que durant tous les voyages que tu as fait, tu as pu te rendre compte peut-être de visions différentes avec la Belgique ou peut-être même au plus large l'Europe par rapport à des destinations plus lointaines, entre la vision de la vie des gens, comment les gens sont aussi en société, avec toi, avec les autres, etc. Ou peut-être des gens qui t'ont dit des choses, qui t'ont appris des choses, qui t'ont marqué. Ouais, c'est vrai que quand je suis partie, bah, du coup, faire mon voyage solo, c'était en Amérique latine. Et ça m'a vraiment permis d'en apprendre sur les autres, d'en apprendre sur moi, parce que là-bas, ils vivent pas du tout de la même manière. Ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit, ils sont beaucoup plus laxistes pour certaines choses. Alors, je dis pas qu'ils sont mieux que nous, loin de là, mais ça m'a permis, en fait, de voir la vie sous un autre angle et de voir la vie différemment et de me rendre compte qu'en fait, tout est possible et qu'on n'est pas tout le temps, on doit pas tout le temps être dans ce moule, on doit pas tout le temps être formaté, dire oui à l'un, dire oui à l'autre juste pour faire plaisir. On peut savoir s'affirmer, on peut savoir dire non et on peut pouvoir s'écouter et juste lâcher prise et que tout est possible, en fait. Quand tu voyages à l'autre bout du monde, tu te rends compte que tout est possible. Il n'y a pas de jugement, chacun est comme il est. Et en fait, tant que tu fais de mal à personne et que tu t'écoutes, il n'y a pas, voilà, il y a pas un chemin à prendre, quoi, tu vois. Et donc ça t'ouvre vraiment ton mindset. Et est-ce qu'il y a peut-être des gens que tu as rencontrés sur le voyage, que ce soit des locaux ou pas des locaux, peut-être qui t'ont dit une phrase ou un truc qui t'a peut-être marqué un peu plus que d'autres choses? Alors là, comme ça, je réfléchis. Là, comme ça, non. Je sais qu'il y a il y a eu un événement marquant quand j'ai fait ma retraite de yoga, où on devait chanter des mantras. Et le gars expliquait que voilà, il fallait vraiment se laisser traverser. Pas. Donc des mantras, c'est vraiment des petites phrases que tu peux répéter, que ce soit en français ou dans une autre langue, peu importe. Et il y avait une musique derrière, il y avait ces mantras que je devais répéter. Et je me suis laissée vraiment transpercée par l'émotion. Et ça m'a fait prendre conscience de qui j'étais. Mais c'est pas quelqu'un qui est venu me dire vraiment quelque chose. Là, comme ça, de but en blanc, je saurais pas te dire une personne en particulier qui m'a dit quelque chose, qui m'a transpercée. Il y a eu des moments et des expériences qui m'ont transpercée.
Mais une personne en particulier, là, comme ça, non, pas vraiment. Et justement, est-ce que toi, tu as des mantras ou peut-être une phrase qui t'accompagne, ou plusieurs, hein, qui t'accompagnent au quotidien? Bah, souvent, quand je fais mes méditations, je me répète souvent certains mantras. Donc, je m'aime, je suis capable. Ça, c'est vraiment le plus important pour moi. Et s'aimer avec ses parts d'ombre, quoi. Parfois, je me réveille le matin, je me regarde dans la glace, j'ai juste envie de me tirer une balle parce que j'ai passé une mauvaise nuit ou parce que la veille, il y a des choses qui ne sont pas passées comme je voulais ou parce que j'ai pas fait les choses comme je voulais. Et donc parfois, c'est difficile. Tu vois, même si tu as confiance en toi, c'est difficile parfois de se dire, OK, je m'aime, là, je suis pleinement alignée avec ce que je fais. OK, mais juste apprendre à lâcher prise. Et donc, je dirais, s'aimer, savoir qu'on est capable et apprendre à lâcher prise. Est-ce que tu trouves que c'est facile dans une société comme la nôtre d'arriver à lâcher prise? Dans la société, tout va tellement vite, on te donne tellement d'informations de tout, partout, tu es tout le temps connecté. Est-ce que Ouais. c'est facile de... Et comment y arriver? Parce que je pense que beaucoup de gens ne le font pas. Même 3 minutes, ils vont dire, ouais, mais 3 minutes, j'ai pas 3 minutes dans ma journée. Ouais, mais en fait, lâcher prise, c'est juste parce que je dis pas qu'il faut lâcher prise sur tout. Tu vois, si tu peux contrôler entre guillemets une situation, fais-le. Après, il y a dans certaines situations, tu ne sais absolument rien faire. Et donc, les gens, au lieu de lâcher prise, ils vont commencer à ruminer, à psychoter, à broyer du noir. Et en fait, moi, je faisais tout le temps ça à l'époque. Je lâchais jamais prise, mais je me suis rendu compte à un moment avec du recul que cette situation, je peux pas la contrôler. Alors, quel est l'intérêt d'aller broyer du noir et de ruminer? Ça va juste empirer la situation de départ, en fait. Et donc, en fait, finalement, ça en devient une affaire d'État qui est complètement incontrôlable et qui finit par te bouffer et avoir un impact dans ton quotidien. Alors qu'en fait, si tu prends la situation, que tu prends du recul et que tu la regardes en tant qu'observateur et que tu te dis, OK, voilà, cette situation, qu'est-ce que je sais faire pour la changer? Rien. Eh ben, tant pis, j'accepte, je me laisse traverser par cette émotion qui hyper désagréable et il faut savoir que tout est éphémère, rien n'est permanent, donc tu te laisses traverser, hop, et puis tu mets ça de côté. Et je dis pas que c'est facile à faire, c'est un travail de longue haleine, mais en tout cas, moi, c'est vraiment ça que je me suis rendu compte avec le temps, qu'à un moment, ok, cette situation, tu peux pas la contrôler, mais quel est l'intérêt derrière d'aller broyer du noir et de ruminer? Tu sais quand même rien faire, donc tant pis, laisse couler, quoi, tu vois. Sinon, ça fait qu'empirer. Ah ouais, non, c'est clair. Tu dirais que tu as des regrets, toi, dans la vie? J'ai pas de regrets, non. J'en ai eu beaucoup à l'époque. Je me disais, ah putain, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça. Et en fait, maintenant, avec tout le cheminement que j'ai fait, tout le parcours que j'ai, tout le parcours que j'ai vécu jusqu'à présent, en fait, je me suis rendu compte que sans les choses que je pensais être des échecs ou des regrets, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui, en fait. C'est ça qui m'a fait grandir, c'est ça qui m'a fait évoluer. Et donc, regret, de nouveau, c'est un peu comme le mot échec, c'est des mots qui sont un peu trop forts pour moi. Je vois vraiment ça comme des expériences de nouveau, de vie qui m'ont fait grandir et qui ont fait la personne que je suis aujourd'hui. Et de nouveau, regretter, c'est comme le lâcher prise. Vouloir contrôler une situation qu'on ne sait pas contrôler, regretter, pourquoi regretter? On peut quand même pas changer le passé, donc autant en tirer une leçon en fait. J'aimerais savoir, du coup, dans la société, tout va très vite, etc. On est bombardé d'informations et donc j'aimerais quand même connaître ta relation avec les médias, ce que tu penses de tout ça, des informations, que ce soit les journaux télévisés, mais aussi ta relation avec les réseaux sociaux. Est-ce que tu arrives un petit peu à t'en détacher? Un peu ton avis là-dessus, ça m'intéresse. Ok. Pour être tout à fait honnête, moi je regarde jamais la télé, je lis jamais les journaux, j'écoute jamais la radio, tout simplement parce que c'est que des mauvaises nouvelles tout le temps et que ça te plombe en fait le moral et que pour moi c'est voilà, c'est vraiment même si ça te concerne pas personnellement, malgré tout savoir que c'est la misère dans le monde. Enfin, je veux dire oui c'est la misère, mais il y a aussi plein de belles choses qui se passent et ça on n'en parle jamais. Donc moi j'évite vraiment les médias. Après pour ce qui est réseaux sociaux. Euh, Malgré ce qu'on peut penser, c'est vrai que je publie beaucoup, mais je suis nulle à chier pour tout ce qui est Insta, Facebook et tout en technologie. Je suis une grosse merde, c'est vraiment le cas de le dire. Et donc, j'essaye au maximum de me détacher, en tout cas quand je suis avec des proches, quand je vis un moment qui me fait du bien, de pas être sur mon téléphone tout simplement, ou même quand je voyage, je prends beaucoup de photos, je prends beaucoup de vidéos, mais c'est pas que je suis non-stop collée à mon téléphone, parce que bon, sinon à un moment tu pètes un câble. Et comme je disais, c'est important de pouvoir se recentrer et déconnecter de temps en temps, parce que sinon tu es tout le temps hyper stimulé et voilà, ça en devient un problème quotidien. Comment expliquer que les journaux télévisés, pour faire de l'argent, il faut faire de l'audience, que la majorité des informations sont négatives, et donc ça veut dire que ce qui vend, c'est les choses négatives et pas les choses positives, parce que si c'était les choses positives,
il Mais, publierait mais, que des choses positives. mais, parce que l'humain a une curiosité mal placée et qu'on est toujours curieux pour savoir ce qui se passe. Que l'humain est toujours attiré par le négatif. En fait, c'est ça ça représente bien la société actuelle dans laquelle on vit, où en fait on est vraiment attiré par le négatif et qu'est-ce qui s'est passé chez l'autre et on va vraiment s'alimenter avec des choses qui nous font du mal finalement sans même s'en rendre compte. Tu crois que la majorité des gens sont malheureux? Heureusement, avec mes voyages, j'ai pu prendre conscience qu'il y a une grande majorité de personnes qui sont très heureuses. Après, c'est vrai qu'ici, en Occident, voilà, quand tu regardes un peu, quand tu fais un peu le topo, moi-même, tous les gens qui viennent chez moi, que ce soit pour des soins, du yoga, des coachings, etc., il y en a certains qui sont heureux, mais qui sont pas alignés. Il y en a beaucoup qui sont malheureux, et puis il y en a d'autres qui sont heureux, mais qui sont pas alignés. Et c'est vrai que ouais, ça fait un peu mal au cœur de voir ça. Après, je pense que petit à petit, les gens commencent à s'éveiller, à s'ouvrir un peu à d'autres choses. Et puis d'un autre côté, moi par exemple qui fais du yoga, de la méditation, c'est pas pour autant que je suis heureuse tous les jours. Je pense que le bonheur ne va pas sans le malheur et qu'il y a des moments de ta vie où tu es un peu plus heureux, un peu plus épanoui, puis d'autres moments où tu fais des expériences un peu plus difficiles et tu fais avec, l'un ne va pas sans l'autre finalement. Donc est-ce qu'il y a beaucoup de gens que je connais qui sont malheureux? Oui et non. Il y a des périodes de ta vie où tu es plus malheureux, des périodes de ta vie où tu es plus heureux. Et voilà, le tout c'est d'apprendre à s'aligner et à lâcher prise. Mm. Mais du coup, tes voyages, tu dis qu'il y a peut-être plus de gens qui sont heureux, des personnes que tu as pu croiser dans tes voyages, peut-être des pays qui sont moins riches aussi. Donc, Mhm. est-ce que au final, ça voudrait pas dire que le fait de tout avoir tout le temps, vu qu'on va pas se mentir, on a vite accès à tout, on a, enfin, pas pour tout le monde, mais t'as un toit, tu peux manger à ta faim, t'es en bonne santé, est-ce que tout avoir va te rendre au final plus malheureux que, je dis pas rien avoir du tout, mais est-ce que des fois trop c'est néfaste pour Ah, l'homme avec un grand H? quand tu dis trop avoir, c'est du matériel du coup. Enfin, Ben c'est. ouais, matériel, en fait, tes soucis sont des petits trucs de merde en Ben, fait. en fait, le tout, c'est de trouver un juste équilibre. Je pense, tu sais, l'argent ne fait pas le bonheur, oui et non. Dans le sens où, malheureusement, en tout cas chez nous, on vit dans une société où on a besoin d'argent pour avoir un toit, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir de temps en temps partir en vacances. Et ça fait partie des besoins fondamentaux qui contribuent au bonheur. Donc, je pense que tu peux avoir plein de choses, être millionnaire, avoir plein de biens matériels, avoir tout ce que tu veux dans la vie, mais être très malheureux dans le fond. Et à l'inverse, ben, c'est vrai que moi, les gens que j'ai vus pendant mes voyages, il y en a qui vivent de rien, qui n'ont absolument rien, qui sont très heureux. Ben, à côté de ça, l'un n'est pas l'autre. Il y a des gens qui ont aussi tout ce qu'ils veulent et qui sont aussi très heureux. Il y en a d'autres qui vivent de rien, qui sont aussi très malheureux. Il ne faut pas en faire une généralité. Et le tout, en fait, de nouveau, on en revient toujours à ce même truc. Pour moi, c'est vraiment d'apprendre à s'écouter, en fait. Et à partir du moment où tu vis avec le cœur, que tu vis avec tes tripes et que tu vis au quotidien des choses qui te font vibrer, tu peux te faire de l'argent avec tout, tout est possible, tu vois. Donc, si ton rêve, c'est d'avoir beaucoup d'argent pour être heureux, ok, mais si en même temps, à côté de ça, t'es aligné et que t'es centré, bah, t'as tout gagné. Et inversement, si tu t'en fous de l'argent, mais qu'à côté de ça, t'es aligné aussi. Enfin, tu vois, ça dépend de nouveau d'une personne à l'autre par Mm. rapport à ça, quoi. Moi, je pense déjà que si ta motivation première c'est l'argent, c'est pas fou, ça tu Ouais. n'iras pas jusqu'au bout. Et je crois aussi que peu importe le domaine, si t'es passionné et que tu bosses et que tu persévères, tu sauras vivre de ça. Exactement. Ah, ça, je suis 100% d'accord. Ça, enfin, surtout de nos jours, tu sais, maintenant, t'es plus obligé de faire des grandes études pour réussir. Enfin, pour réussir encore, ça c'est un grand mot. Mais pour accomplir certaines choses, t'as plus besoin de faire de grandes études. Il y a tellement de formations pour tout. Les gens maintenant s'ouvrent à tellement de choses. Tout est possible de nos jours, quoi, tu vois. Si ton rêve, c'est d'être éboueur et d'ouvrir ta plus grande société, d'éboueur, tu peux le faire. Si ça qui t'anime, c'est ok, quoi, tu vois. Je dirais, ça peut te ramener de l'argent et à l'inverse, voilà, il y a des gens qui font des grandes études et qui sont très malheureux aussi. Tu vois, je veux dire, tout est possible. Le tout, c'est vraiment d'apprendre à t'écouter et à savoir ce qui te fait vibrer. À partir de ce moment-là, tu peux même gagner plein d'argent en vivant de ta passion, quoi, tu vois, sans forcément avoir fait des grandes études, sans forcément avoir vécu des expériences plus difficiles. Enfin, voilà. Et justement, tu utilisais le mot réussir, c'est quoi pour toi réussir sa vie? Ben, réussir, c'est un grand mot parce que c'est de nouveau un mot un peu fort pour moi. Je pense que on peut dire qu'on réussit sa vie mais à partir du moment où on a accompli nos objectifs de vie ou en tout cas on met des choses en place quotidiennement pour se sentir aligné avec ce qui nous anime. Hmm.
Si tu rencontrais ton toi de 5 ans en sachant tout Mhm. ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que Ouais. tu lui dirais? Si je rencontrais mon moi à 5 ans, qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais que qu'elle est capable et qu'elle a toutes les capacités en elle pour réussir à avancer dans la vie, qu'elle va vivre des expériences difficiles et qu'elle aura toutes les capacités en elle pour pouvoir passer au-dessus et apprendre à se découvrir. Et qu'elle peut s'aimer pleinement avec ses parts d'ombre et ses parts de lumière et que personne n'est parfait et que ça fait partie d'un tout. Avec toutes les expériences, t'as quand même eu, t'as vécu des choses fortes, t'as vécu beaucoup d'expériences, que ce soit tes voyages ou par d'autres aspects. Qu'est-ce que t'as appris sur toi ou sur la vie de manière générale que tu pourrais transmettre aux gens? Euh, mais moi j'ai envie de dire une chose, c'est que la vie, en fait, elle est belle et que la plupart des gens disent ouais, la vie est atroce. Alors oui, c'est pas facile tous les jours, mais que la vie, elle est belle et qu'il suffit, en fait, juste d'ouvrir les yeux et de se rendre compte que la vie, elle est juste. Euh, et qu'il faut ça, il faut apprendre aussi à danser avec le chaos, comme je disais, apprendre à lâcher prise pour certaines situations euh, et se rendre compte que tout ce qu'on va vivre, en fait, c'est ça qui nous construit, qui forge notre personnalité, qui forge la personne qu'on est et d'apprendre à s'aimer, ça c'est la clé de tout. Mhm. C'est s'apprendre à se respecter, apprendre à se respecter, apprendre à s'aimer, apprendre à savoir dire non. C'est fondamental. Et maintenant, pour terminer le podcast, tu as l'honneur d'avoir le ou les mots de la fin. Écoute, qu'est-ce que je pourrais dire là pour terminer le podcast en fait, je reviens un peu sur ce qu'on a dit là tout de suite, que juste la vie, elle est belle et qu'il suffit d'ouvrir les yeux, en fait. Et que même si on peut vivre des expériences très difficiles, on a tous toutes les capacités en nous pour pouvoir s'en sortir. Il suffit d'y croire. Voilà, il suffit d'y croire. Et je dis pas que c'est facile, c'est un long cheminement, mais il suffit d'y croire au quotidien, de mettre des petites choses en place au quotidien qui nous font du bien, qui nous font vibrer, se respecter soi et respecter les autres. Voilà, on en revient toujours à ces mêmes choses, mais moi, c'est vraiment mes valeurs profondes et c'est ça qui fait que j'arrive à garder la tête hors de l'eau parfois quand j'ai des expériences plus difficiles. Donc voilà. Merci.